Merci Jean-Marc, merci la FCCC de m'avoir proposé de venir ici parler devant vous sur un sujet qui est alors, au-delà de son évidence culturelle et sociale, qui est un sujet relativement compliqué, qui pose effectivement un certain nombre de difficultés, si vous voulez, donc à entendre, enfin, pour réfléchir. Alors, je voudrais tout d'abord préciser le point de vue et la position que j'occupe. Donc, je suis un chercheur, je ne suis pas un clinicien, bien que j'ai eu une formation clinique. Et je ne suis pas engagé, disons, dans la pratique clinique. J'ai eu un engagement dans la formation des professionnels de santé, et notamment dans leur positionnement par rapport à la sexualité, de voir comment, effectivement, les valeurs personnelles, l'histoire personnelle, la vie personnelle interfèrent avec les éléments dits professionnels d'intervention autour des questions, ou de non-intervention autour des questions de la sexualité. Donc je me situe à l'articulation entre la culture, les institutions, les relations et les subjectivités, et je propose des idées à discuter. Je veux dire, je n'ai aucune... J'espère, enfin je pense, mais j'en ai certainement ne pas avoir trop de certitude. J'essaye de proposer une forme de distanciation par rapport à la fois à l'expérience clinique et aux stéréotypes culturels. Et je vous rappelle que le terme de distanciation est un terme qui est emprunté au théâtre de Bertolt Brecht. C'est de rendre étrange ce qui est commun et de rendre commun ce qui peut paraître étrange. Donc, je crois que la métaphore de l'ajustement des jumelles, des lentilles, et des choses comme ça, se prête tout à fait à ce genre de choses. Sur le fond, ma position personnelle, et il est important, enfin, pour moi, il est important de l'énoncer. D'abord, je suis un peu, comment dirais-je, je suis un peu gêné, disons, qu'il y ait plus de 90% de femmes dans le public et que ce soit un homme qui parle, je veux dire, ça pose des questions, hein, je dirais. Je suis perturbé par la prévalence des crimes et des violences de genre, et perturbé par l'image, les stéréotypes et l'essentialisation des subjectivités masculines qui sont occasionnées par ces situations. Et j'essaye de prendre en compte ce que les psychanalystes appellent mon contre-transfert, c'est-à-dire comment je réagis subjectivement moi-même à toutes ces questions. Alors, et tout ça, je veux dire, c'est présenté face à une majorité de femmes. Et je crois qu'il faut faire très attention quand on dévoile ses propres doutes, ses malaises et ses interrogations. Souvent, ça se retourne contre soi. Hein, donc, je prends ce risque et je vous remercie de m'aider à le prendre. Alors, l'argument de cette présentation, donc alors je vais redire une grande partie des choses qui ont été dites, mais probablement un peu différemment. Donc, c'est de revenir sur des définitions et des typologies de ce qu'on appelle les violences. Alors, avec toute la question de savoir, comme le disait Jean-Marc Caillot, les violences de genre, les violences sexistes, les violences sexuelles, les violences conjugales. De quoi s'agit-il? De rappeler ce que les épidémiologistes appellent la prévalence et les données socio-épidémiologiques des meurtres, assassinats, violences dans ces contextes, de redonner de rappeler les représentations sociales, et notamment il y a une représentation qui m'interpelle particulièrement, c'est celle de l'homme comme forcené, si vous voulez, donc sur laquelle peut-être qu'il faudra aussi revenir, et de discuter de la place de la violence dans l'activité sexuelle en mettant en regard deux théories différentes, et de terminer sur la question de la masculinité, les masculinités hégémoniques, la domination masculine et les masculinités toxiques. Donc, alors, mais il reste effectivement une part que je n'ai pas abordée, c'est la part des femmes dans cette affaire, victime ou pas victime, seulement victime, pas seulement victime, etc. Mais je n'entrerai pas dans... je ne suis pas entré dans cette question, je préfère me centrer sur la question de l'homme. Alors, la question effectivement générale, qui va servir de fil conducteur à cet exposé, c'est quelle est la place de la sexualité dans les violences sexuelles conjugales, qui est le titre de cette journée. C'est-à-dire, est-ce que
toutes les violences ont-elles un fondement sexuel ou pas, hein, dans ces questions? Et je pense que non. Enfin, c'est un peu la réponse. La violence sexuelle n'est qu'un élément. Alors, est-ce que c'est un élément déterminant ou un élément périphérique ou un élément secondaire dans les violences de couple et principalement les violences conjugales, bien que le couple n'est pas seulement un couple conjugal. Alors, parmi les éléments, disons, conceptuels dont je me sers, c'est ce qu'on appelle la perspective des scripts de la sexualité, qui avait été développé par des sociologues américains dans les années 70, John Gagnon et Bill Simon, qui c'est pas de la psychologie et c'est pas de la sociologie, et c'est les deux, je dirais, en même temps, c'est-à-dire d'essayer d'articuler à la fois les scénarios culturels et sociaux, les relations interpersonnelles et les subjectivités. C'est-à-dire il y a vraiment ces trois niveaux. Il y a ce que nous dit la culture et la société, notamment au travers des médias et des œuvres culturelles. Il y a ce qui se négocie à chaque fois entre deux personnes, qui n'est pas exactement la même chose que ce qui se passe dans la société. Et il y a la façon dont chacun interprète les variables culturelles, ce qui veut dire que la subjectivité n'est pas réductible à l'idéologie ou à la culture, et qu'il y a certainement des décalages. Et ce qu'on montrait, disons, d'un point de vue historique, c'est que dans les sociétés démocratiques, il y a un grand décalage, il peut y avoir un grand décalage entre les scénarios culturels et leur interprétation subjective, c'est-à-dire chacun a son espace culturel, la littérature, la fiction, enfin, etc. Et que dans les sociétés autoritaires, il y a moins de décalage, en tout cas moins de décalage toléré entre les idéologies, les religions, les idéologies dominantes et les subjectivités. C'est-à-dire que le sujet doit adhérer à la culture sous peine d'être accusé de déviance. Donc, y compris l'espace mental apparaît contrôlé par la culture, mais on le voit bien, Michel Foucault en avait parlé dans son ouvrage le séminaire sur les anormaux, avec les transformations de la pratique de la confession entre le XIIe et le XVIIe siècle. Dans un premier temps, la confession portait sur les actes qui étaient commis, on avait commis des actes délictueux, avant de passer à une période où il s'agissait de détecter les mauvaises pensées. Donc on voit bien comment le contrôle des institutions, des dispositifs se déplace entre les actes visibles, objectifs ou cachés d'ailleurs, et ce qui se passe dans la tête des gens. Alors jusqu'à quel point on est libre ou pas de penser ce qu'on veut, si vous voulez, tout en respectant, bien évidemment, les codes, les règles, les réglementations dans le monde dans lequel on vit. Alors, il y a effectivement toute une terminologie pour parler de ces notions. Donc, alors, il y avait la question et si vous voulez, cette approche historique, elle ne vise pas à dire que certaines notions qui étaient utilisées dans le passé n'existent plus. Hein, je veux dire, ces notions fonctionnent toujours comme des strates de notre culture qui reviennent à certains moments ou qui sont refoulées à d'autres moments, notamment la notion de crime passionnel qui n'existe plus ou qui n'existe pas dans le code pénal, qui fait état de la douleur, de la souffrance, etc. Et comme l'évoquait Daniel Zaguri, de tuer la victime, c'est une façon de maintenir un lien figé dans l'éternité. C'est-à-dire, la victime, finalement, vient appartenir pour toujours à celui qui l'a tué, mais Zaguri et d'autres, enfin, juristes, font remarquer que souvent, les avocats qui défendent des prévenus accusés de crimes, de ce type de crimes, utilisent la notion de crime passionnel comme une circonstance atténuante. Donc ça veut dire ça n'a pas disparu. Hein. C'est une notion qui n'est pas dans le code pénal, mais qui est utilisée dans les prétoires.
Et ça, c'est assez intéressant parce que pour les phénomènes très chargés au point de vue émotionnel, les phénomènes de violence et autres, on voit les décalages et les ruptures par rapport à la rationalité, par rapport à ce qui apparaît comme la rationalité dominante et qui atteint non seulement les auteurs de ces crimes, mais aussi les représentants de la raison. La deuxième terminologie, c'est celle d'homicides conjugaux, alors, qui est effectivement la forme extrême ou comment dirais-je, la face visible de l'iceberg de tout ce qui concerne les violences conjugales et les violences de genre, donc qui concernent effectivement les actes commis entre les partenaires intimes, quel que soit leur type de relation légalisée, donc qui représentent un petit nombre, une petite proportion, si vous voulez, de l'ensemble des violences conjugales, mais elles sont toujours stables ou en augmentation suivant les moments. Mais la question, c'est pourquoi et comment on en arrive là. Enfin, on y viendra peut-être plus tard. La notion la plus récente, c'est celle de féminicide, qui est adoptée par les Nations Unies, qui est, avec comme question, est-ce qu'un homme tue sa conjointe parce qu'elle est une femme ou parce qu'elle est sa femme, si vous voulez. Donc il pose la question de la nature du lien qui associe deux personnes dans ces contextes, c'est-à-dire est-ce qu'on appartient à l'autre? Qui appartient à l'autre? Est-ce que l'un appartient à l'autre et l'autre appartient à l'un, si vous voulez? Donc il y a les deux dimensions qui apparaissent, mais je voudrais faire une parenthèse peut-être avant de poursuivre. Il est question ici que des couples de sexes différents. Je veux dire, je ne parle pas des couples de même sexe. Je crois que c'est un autre problème. C'est pas l'objet, enfin en tout cas, c'était pas l'objet de la journée, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je crois qu'il faut aussi bien entre les couples d'hommes et les couples de femmes, sans qu'ils soient nécessairement homosexuels. Je veux dire, on a tendance à dire que les couples de personnes de même sexe sont des couples homosexuels, mais ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire, de la même façon que, comme Proust nous l'avait appris il y a bien longtemps, que les couples de sexes différents ne sont pas nécessairement hétérosexuels. Et que peut-être que justement, dans ce jeu entre les identités et les orientations sexuelles est peut-être un élément, disons, de compréhension des difficultés qui viennent dans le couple. Ça me rappelle toute cette histoire, vu qu'on est dans une maison un peu religieuse. Je me souviens, au début de l'épidémie de sida, je me souviens d'un ami qui est maintenant décédé, mais qui était dominicain, qui était un homme important dans le monde de la lutte contre le sida, que je connaissais depuis très longtemps, mais j'avais découvert qu'il était homosexuel à propos du sida, et je lui demandais, mais pourquoi tu es devenu dominicain? Et il me répond, dans certaines familles, quand on ne veut pas se marier, on n'a pas beaucoup de choix, si vous voulez. Donc on voit bien comment ces questions jouent les questions justement, un élément de la sexualité, mais ce n'est pas la sexualité, c'est beaucoup plus l'orientation ou l'identité de genre et l'identité sexuelle. L'autre point, si vous voulez, donc alors, après l'histoire, c'est la typologie des violences sexuelles. Donc on a des meurtres et des assassinats, donc qui représentent un certain nombre. Je vous montrerai un tableau tout à l'heure, un peu plus tard, là, qui donnera les chiffres. Mais donc, comme je le disais, c'est la face visible de l'iceberg qui cache effectivement les violences au sein du couple, dont on a estimé la prévalence. Alors, et on inclut le conjoint et l'ex-conjoint dans la mesure où, comme on le voit, et comme vous le savez probablement, pour les hommes, un des motifs principaux de violence sexuelle, c'est le refus de la séparation. C'est le refus de la rupture, l'autonomisation des femmes, disons, au plan culturel, et de la femme en particulier, qui semble avoir un côté insupportable, ce qui n'est pas le mobile du crime lorsque dans le petit nombre de cas dans lesquels les femmes sont les
perpétratrices, et les mobiles sont autres. Hein. Donc on voit qu'il y a aussi une question de genre, même s'il y a une disproportion entre la prévalence des actes commis par des hommes et ceux commis par des femmes, les motifs ne sont pas les mêmes. Hein. Je veux dire, on n'est pas violent pour les mêmes raisons. Et donc, on le voit, donc les violences touchent 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans. Donc ensuite, il y a effectivement la place des violences sexuelles qui touchent à ce qu'on appelait le viol, enfin à ce qu'on appelle le viol, mais pour compléter ce qui était dit, c'est-à-dire que il y a quelques années, enfin j'ai pas la date j'ai pas noté la date en tête, l'obligation des rapports sexuels a disparu de la loi. Hein. C'est-à-dire que cette obligation valait consentement à perpétuité. Or, la situation a changé et le consentement est devenu la valeur pivot et la valeur centrale de toute l'activité sexuelle. Hein. C'est, enfin, et d'ailleurs de la vie sociale en général, le consentement doit être obtenu, si j'ose dire, à chaque occasion. Hein. C'est-à-dire, on ne dispose pas du corps de l'autre à volonté et à perpétuité. Donc ça, c'est un changement absolument radical dans l'organisation sociale des relations sexuelles et qui pose... Enfin, est-ce qu'on possède l'autre? Or, quand même, la mythologie, la littérature, les histoires de l'amour fou, l'amour total, etc., vont à l'encontre enfin, il y a tout un imaginaire culturel qui fait que l'un est à la disposition de l'autre, ou l'une est à la disposition de l'un, si vous voulez. Et ces images continuent donc à perdurer. La dernière forme, qui n'est pas la moindre des violences de type sexuel, c'est les mutilations, je dirais, génitales, principalement féminines. Et là encore, si vous voulez, il y a un double standard entre les mutilations génitales masculines et féminines. La circoncision masculine est beaucoup plus acceptée que les mutilations, ce qu'on appelle les mutilations génitales féminines, surtout lorsqu'elles sont ritualisées, hein, et sont considérées maintenant comme des crimes. C'est-à-dire, alors, il y a des pays européens qui veulent aussi interdire et criminaliser la circoncision masculine, mais ça pose des problèmes, disons, de religion, d'antisémitisme, d'islamophobie, enfin, etc. Je me souviens d'une réunion d'un congrès de médecine sexuelle où un chercheur danois avait proposé de voter une motion pour demander l'interdiction de la circoncision masculine. Et parce qu'il pensait avoir des données selon lesquelles l'ablation du prépuce allait diminuer la qualité de la vie sexuelle des hommes. Bon, il suffit de lire Philippe Ross, Portnoy et son complexe, pour voir que ce n'est pas le cas. Comme un seul homme, si j'ose dire, les juifs et les musulmans qui étaient là se sont levés comme un seul homme en disant « c'est notre affaire, n'y touchez pas », si vous voulez. Et je crois que alors qu'il y a beaucoup plus de consensus sur la dénonciation des mutilations génitales féminines, mais comme me disait un de mes amis, c'est pas la même chose de faire l'ablation du prépuce que de faire l'ablation du gland. Donc les questions se posent, mais en tout cas, les mutilations génitales féminines entrent dans le système des violences. Alors, l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple de 2019, donc le ministère de l'Intérieur, a donné un tableau qui permet justement de faciliter, disons, la compréhension, donc avec une très grande majorité donc, de femmes parmi les victimes. Alors, il y a un aspect aussi qu'on passe moins souvent en lumière, c'est la place des enfants. Les enfants à la fois comme victimes, hein, c'est-à-dire comme victimes de mort, hein, mais un autre aspect, c'est les enfants comme témoins.
comme témoins des violences quotidiennes et comme éventuellement témoins des meurtres et des féminicides, des homicides, etc. Et ça, c'est une question effectivement qui se pose beaucoup à vous, c'est-à-dire quel est l'accompagnement, quelle est la disponibilité, quelle est la sensibilité par rapport à ces victimes. Alors, il y a une écrivaine, Camille Emmanuel, qui est la compagne d'un survivant de Charlie Hebdo, je crois que c'est Luce, qui a écrit un livre qui s'appelle Ricochet. Parce que quand elle est allée au chevet de son mec qui avait été blessé lors de l'attentat de Charlie Hebdo, l'infirmière lui dit « Vous êtes une victime par ricochet ». Si vous voulez. Alors, elle en a fait un livre de cette expression de ricochet. Et effectivement, comment est-ce qu'on prend en compte et qu'on accompagne non seulement les victimes principales, mais les victimes par ricochet, parce que c'est toute une famille, c'est tout un groupe qui est atteint dans cette affaire-là. Quelques commentaires justement de ces données statistiques, donc avec une progression des tentatives d'homicide au sein du couple qui est assez forte, l'idée que justement dans 14% des cas, les enfants sont présents sur les lieux et que parmi les femmes qui ont tué leur partenaire, une grande majorité d'entre elles avaient déjà été victimes de violences de la part de leur partenaire. Donc on le voit, c'est des profils un peu différents. Le mode opératoire n'est pas le même. Les hommes utilisent plutôt des armes, si vous voulez, alors que les femmes font moins usage des armes, mais en tout cas, si elles font usage d'une arme, c'est d'une arme blanche, c'est pas d'une arme à feu, qui pose aussi la question à un niveau politique plus général sur la circulation des armes à feu, qui concerne beaucoup plus les hommes donc, que les femmes. Et comme je le disais, les mobiles et les motivations sont différents pour les hommes et les femmes. La question de la rupture insupportable pour les hommes est un mobile, alors que la réaction ou la résistance à la violence est un des mobiles le plus important pour les femmes. La question du suicide est très intéressante dans la mesure où un certain nombre d'auteurs masculins de ces crimes se suicident immédiatement après, alors que ce n'est pas le cas pour les femmes. Les femmes ne se suicident pas, si vous voulez, par rapport à ces questions-là. Voilà. Donc, alors, il y a la question justement des violences entre... Attendez... parce que je ne retrouve pas la diapo avec les violences sexuelles, mais c'est pas grave. Donc on voit les types de violences physiques alors, ou sexuelles qui sont fréquentes et qui enchaînent un processus de montée en violence qui peut aboutir à son extrême. Et donc il y a un certain nombre donc, justement de cas de viol qui sont uniquement le cas des hommes, justement, enfin, dont les hommes sont les perpétrateurs, comme dans l'enchaînement de ces violences. Alors, la question, justement, alors ça c'est les données épidémiologiques. L'autre question, c'est ce que j'ai appelé, enfin ce que d'autres appellent aussi, l'épidémie de signification, c'est-à-dire qu'encore ce matin, je veux dire, on ne passe pas une journée sans que les médias, alors, et je suis un grand amateur de BFM TV, je veux dire on y passe des heures, si vous voulez, la traque du forcené. Si vous voulez. Alors, je veux dire, on dépêche des équipes, il y a le RAID, il y a 300 militaires, enfin, etc., qui sont là pour essayer d'attraper, alors justement, un forcené. Et moi, je suis assez frappé par cette image. Bon, le terme de forcené est employé très souvent dans ce type de médias, et c'est le même terme qui est employé pour les islamistes radicaux. Donc on voit il y a deux figures monstrueuses qui sont construites, qui sont prêtes à tuer tout le monde, n'importe qui, et à se suicider éventuellement après, ou dont on considère que les actions violentes, la provocation des forces de l'ordre ou la prise d'otages, etc., sont un élément suicidaire.
hein, et que toute la difficulté pour les forces de l'ordre, c'est de récupérer ces gens vivants, justement, pour essayer de comprendre, de les juger, etc. Et on voit justement que ces forcenés font l'objet, dans beaucoup de cas, des mêmes mesures de prévention et de surveillance par les forces de l'ordre, avec alors, pour les islamistes radicalisés, il n'y a pas encore, disons, de bracelet électronique de surveillance, mais il y a le fichier S, qui permet apparemment de les surveiller. Mais pour les hommes qui ont déjà commis des actes de violence à l'égard de leur conjointe, il y a la place du bracelet électronique qui vise à les maintenir à distance de leur conjoint. Mais on voit que ces mesures, dans un cas comme dans l'autre, ne sont pas suivies, disons, d'effets, disons, préventifs. Et on voit donc toute la comment dirais-je, la litanie, disons, des cas, donc en Dordogne, à différents endroits. Donc, et le dernier, le forcené de Dordogne, s'en est ainsi pris à son ex-compagne et a tiré sur le compagnon de celle-ci avant de s'évanouir dans la nature. Donc la presse n'est pas exempte de poésie. On a l'impression que c'est de Blanche-Neige dont il s'agit, mais c'est quand même quelqu'un qui a mobilisé 300 policiers et militaires et sur lesquels ils ont dû tirer dessus pour... on ne sait pas dans quel état il est, mais en tout cas, il a été, paraît-il, grièvement blessé pour le neutraliser, comme avait déclaré le ministre de l'Intérieur. Dans l'espace militaire, neutraliser une cible, c'est la détruire, si vous voulez. Je veux dire, donc, on a pu penser, moi j'ai pensé un instant, qu'il avait été tué. Je veux dire, mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Donc, on le voit, donc, il y a récemment, donc il y a toutes les mises en scène dans la rue des personnes qui sont brûlées vives, qui sont tuées à coups de couteau, avec des meurtres extrêmement violents. Alors, la question, je veux dire, qui est difficile à poser, c'est comme le gars qui a giflé le président de la République il y a quelques jours, c'est-à-dire, de quoi parle-t-on ? Enfin, de quoi s'agit-il et je n'ai pas la réponse à ces questions. Cette mise en scène, à la fois par les personnes elles-mêmes, je veux dire, de ces violences, c'est-à-dire qui sont quand même des violences très théâtralisées, très brutales, très violentes, et la mise en scène qui en est faite qui est accompagnée par les médias. Donc alors, qu'est-ce que ça crée, si vous voulez? Est-ce que ça a un but préventif ou au contraire, comme dirait Michel Foucault, ça va produire encore plus, le discours va produire l'existence de ces comportements. Donc, et nous-mêmes, on n'est pas exempt, disons, de cet imaginaire culturel qui est déversé en permanence tous les jours. On ouvre son téléphone, on voit un nouveau cas, disons, de féminicide, etc. Alors, ma question, c'est effectivement quel est l'impact de toute cette médiatisation, cette construction culturelle, à la fois sur le public, sur la population, disons, potentielle. De quelle façon, je veux dire, alors, c'est comme la pornographie, si vous voulez. Est-ce que, sur laquelle je reviendrai plus tard, est-ce que ça permet de faire une catharsis, c'est-à-dire de sublimer ou d'exprimer les violences sur un plan symbolique, ou au contraire, est-ce que c'est un apprentissage, si vous voulez? Et c'est la question qui se pose avec les mises en scène de ces actes terrifiants, pour lesquels il n'y a pas de censure. C'est-à-dire on censure la pornographie, mais on ne censure pas l'exaspération de ces messages qui sont de la pornographie qui est vue par moins de 3% de la population masculine, si vous voulez, la pornographie violente. Donc je crois qu'il y a ces questions. Alors, je vais passer à un autre registre. Il me reste encore 10 minutes, Monsieur le Président. Donc, il y a la question, justement... Alors, je passe plutôt à la violence sexuelle, je veux dire, qui n'est pas la violence de genre dont on parlait actuellement. Et donc,
il y a eu quand même, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les grandes classifications psychiatriques, d'une part le DSM, et d'autre part la classification internationale des maladies de l'OMS, ont subi des processus de transformation au cours des 10 dernières années, avec l'aboutissement du DSM-5 pour la psychiatrie et de la CIM 11 pour l'OMS, qui sera validée dans quelques mois. Donc on est dans une période de changement, et donc il y a une espèce de course entre les deux groupes, l'un étant l'Association des psychiatres américains, l'autre étant une organisation internationale qui regroupe et dont les décisions sont votées par l'Assemblée générale des États. Donc il faut bien voir qu'il y a un travail technique qui est fait pour élaborer les définitions des maladies et les critères diagnostiques, mais que la décision finale est une décision politique. Notamment, il y a eu dans la CIM 11, il y a l'apparition d'une catégorie de problèmes liés à la santé sexuelle, hein, qui fait sortir un certain nombre de catégories qui étaient dans la classification précédente rattachées aux troubles mentaux et aux désordres psychiatriques, hein, et notamment les troubles sexuels, c'est-à-dire impuissance, frigidité et autres, les paraphilies, ce qu'on appelle les paraphilies, c'est-à-dire les perversions, enfin ce qu'on appelait autrefois les perversions sexuelles, et ce qu'on appelait les troubles de l'identité de genre, qui est devenu dans le DSM la dysphorie de genre, mais qui est devenu dans la classification des maladies de l'OMS l'incongruence de genre. Donc on voit les définitions évoluent, et donc au fil, quand on étudie l'histoire des définitions, on voit que des comportements entrent dans les catégories comme des formes de pathologie, disons, pour coder les pathologies, ou qu'elles en sortent. Hein, et on a vu il y a quelques années tout le débat sur les troubles de l'identité de genre, catégorie F64 de la classification internationale des maladies, dont le ministre de la Santé de l'époque, je crois que c'était Roselyne Bachelot, avait décidé que ça n'était plus un troublement, enfin, ça n'entrait plus dans la LD des troubles mentaux. Donc, et c'était passé dans une affection de longue durée d'une autre catégorie qui n'était pas relevante des troubles mentaux. Ça avait été considéré par toutes les organisations trans comme une grande victoire sur la dépsychiatrisation des situations trans, mais ça n'était, il faut bien voir que les protocoles d'accompagnement de ce qu'on appelle l'affirmation de genre n'avaient pas été modifiés, avec la nécessité d'un avis psychiatrique pour pouvoir être pris en charge par l'assurance maladie. Sauf que la catégorie F64 avait changé, n'était plus dans les... Enfin, ça fait l'objet, si vous voulez, comment dirais-je, de négociations dont la dimension clinique et l'utilité clinique n'est pas la dernière justification, n'est pas la dernière justification. Alors, on le voit, si vous voulez, alors, la nouvelle catégorie problèmes associés à la santé sexuelle a été faite principalement pour sortir les situations trans du cadre psychiatrique. Mais les troubles sexuels sont restés dans la catégorie des troubles mentaux, et les paraphilies, donc les perversions sexuelles, ont un statut extrêmement complexe. On ne sait pas très bien si elles sont toujours chez les psychiatres ou si elles sont dans les troubles de la santé, enfin les conditions associées à la santé sexuelle. Dans ces conditions, si vous voulez, le critère de transformation comment dirais-je, d'identification des entités cliniques des paraphilies, qui était, jusque dans les années 90, ce qui caractérisait une perversion sexuelle, c'est que c'était une pratique sexuelle non reproductive. Hein, ça veut dire la masturbation, l'homosexualité, enfin, tout le voyeurisme, fétichisme, transvestisme, etc. Et jusqu'en 90, on considérait l'impuissance et la frigidité féminine comme des éléments qui rentraient dans les paraphilies comme conditions qui empêchent
la réalisation des actes sexuels. Alors tout ça a changé, depuis notamment 1973, où l'homosexualité a été exclue par les Américains à San Francisco de la liste des maladies mentales. Et donc, une fois qu'on avait retiré l'homosexualité, qui est, du point de vue des pratiques sexuelles, une pratique non reproductive, non biologiquement, physiologiquement reproductive, on ne pouvait plus garder toute une série de pratiques. Et donc, le critère majeur de la définition d'une paraphilie, c'est devenu l'absence de consentement. C'est l'absence de consentement qui définit, donc, et le retentissement psychologique que ça peut faire sur soi-même ou sur le partenaire, fait qu'on considère qu'une paraphilie, c'est effectivement un acte sexuel dans lequel il n'y a pas de consentement. Alors, ce qui veut dire qu'on maintient le voyeurisme, l'exhibitionnisme, les relations sexuelles sous la coercition. Hein, comment dirais-je, c'est les conduites principales, alors que ce qu'on appelle le BDSM, c'est-à-dire les pratiques sadomaso consensuelles, sont sorties dans la mesure où il y a du consentement, ce qui pose des problèmes. Hein, je veux dire, jusqu'à où le consentement, enfin, etc. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie des exagérations, disons, je dirais, du consentement, hein, et des dérapages du consentement dans ces situations. Mais il y a deux choses qui ont été exclues, en tout cas du DSM et de la CIM 11, c'est ce que le psychiatre américain new-yorkais Richard Kruger appelle les troubles de la personnalité sadique. Et ça n'a pas été retenu parce que, et un des éléments extrêmement importants, c'est si on considère que c'est une maladie mentale, on ne peut plus les envoyer au tribunal. Et c'est un peu le même type de raisonnement qui s'est passé avec les situations trans. Si on les exclut, parce que beaucoup d'associations demandaient à ce que ça soit exclu, hein, des classifications, c'est le mouvement Arrêter la pathologisation, si on les exclut, elles ne sont plus éligibles au remboursement par l'assurance maladie. Ça devient comme la chirurgie cosmétique. Si ce n'est pas une maladie, ça n'est pas justiciable de l'assurance maladie. Et c'est pour ça que le truc qui a été trouvé, c'est de créer une catégorie problème liés à la santé sexuelle qui n'est pas les maladies psychiatriques. Donc on le voit, la construction de ce qui est une conduite pathologique ou pas n'est pas uniquement fondée sur la clinique. Il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de l'assurance maladie, il y a l'air du temps et éventuellement la souffrance des gens. Mais ça, je ne suis pas sûr que la souffrance des gens soit le critère principal qui est à l'œuvre dans les technocraties des organisations internationales. Donc on le voit bien, le sadisme alors n'a pas été retenu comme un trouble mental, comme un trouble paraphilique, de même que l'excès de l'hypersexualité. Ça n'a pas non plus été retenu comme un critère diagnostique, alors que les sexologues et les psychiatres, les cabinets des sexologues et des psychiatres sont pleins de gens qui se plaignent d'excès, notamment de consommation de pornographie, de choses qu'ils n'arrivent plus à contrôler, etc. Mais ça n'est pas considéré comme une maladie. Donc il y a des décalages entre les réalités cliniques, comme dirait Paul-Laurent Assoun, et les classifications, les systèmes d'assurance maladie, le code pénal, enfin, etc. Donc ça, c'est un aspect quand même important de savoir, est-ce que c'est des malades? Et auquel cas, je veux dire, c'est tout le débat qu'il y a eu avec le gars là, qui a assassiné Madame Halimi, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il était en état de responsabilité quand il a tué cette femme? Est-ce que le fait d'avoir pris du shit, si vous voulez, à forte dose, est-ce que ça atténue sa capacité etc. Et donc, il ne sera pas jugé, pour l'instant. Hein, on le voit bien, si on est fou, on échappe à la justice.
Et donc, c'est une lourde responsabilité de la part de ces organisations de décider si finalement ils sont fous, ils sont malades, ou est-ce que c'est des criminels qui ont la pleine autonomie mentale de leur système. Et donc, ça se pose donc sur ces questions-là. Alors, un autre aspect autour de la question de la violence et de la sexualité, si vous voulez, c'est effectivement la place, alors je dirais, j'aime pas le terme de normal, mais je dirais peut-être commune. Hein, je veux dire, quelle est la place de la violence dans la pratique sexuelle? Alors encore une fois, dans la pratique sexuelle hétérosexuelle dont on parle ici, mais c'est la même chose. Hein. Je dirais pour les couples d'hommes ou les couples de femmes, je trouve que la pénétration n'a pas la même fonction, ni la même signification, ni la même centralité. Hein. Je dirais pour plus de 96 ou 97% des hétérosexuels, l'acte sexuel, ça veut dire la pénétration génitale. Hein. Alors ce qui n'est pas le cas pour les plus jeunes, ce qui est moins le cas pour les plus vieux. Hein. Et ce qui n'est pas le cas ni pour les homos ni pour les trans. Les homos, les lesbiennes ou les trans, la pénétration, enfin, les enquêtes ont, alors que le fantasme majeur, c'est que la sodomie est la pratique sexuelle principale des hommes homosexuels et que les hétérosexuels ne la pratiquent pas, les enquêtes des années 90 ont mis en évidence que la pratique sexuelle principale des hommes homosexuels, c'était la fellation et de se prendre dans les bras. Si vous voulez, la sodomie n'arrivait que bien loin derrière, presque à égalité avec les hétérosexuels. Donc, je ne raconterai pas en public des anecdotes des équipes de recherche sur ces questions, mais bon, je veux dire, enfin, en tout cas, pour les hétéros, c'est la violence, enfin, c'est la pénétration génitale qui est la principale activité sexuelle, quoi qu'on en pense. Hein. En tout cas, c'est ce qui est déclaré dans les enquêtes, et des gens comme Maya Mazoret, par exemple, qui fait la chronique du Monde sur la sexualité, plaide pour le passage du plat unique, si vous voulez, comme aux États-Unis, hein, où quand vous prenez un plat dans un restaurant, vous avez l'entrée, le plat et le dessert. Elle préfère le modèle du mezze, si vous voulez, où on mange des apéritifs, des tapas pendant toute la soirée, et qu'à la limite, on n'a plus envie du plat principal, si vous voulez. Donc il y a vraiment deux modes de sexualité inscrites, enfin des modes différents de sexualité inscrites dans la culture, et la place qui devient de plus en plus problématique de la pénétration, qui n'est plus considérée comme le parangon de l'activité sexuelle. Toute la symbolique des religions, de toutes les religions occidentales ou orientales, est centrée sur le rapport entre une protubérance et un orifice. Si vous voulez. L'étoile de David elle-même est le symbole d'un coït, si vous voulez. Hein, entre un triangle élevé, et un triangle vers le haut et un triangle vers le bas, si vous voulez. Donc, si vous voulez, donc avec cette place dans la culture, donc, alors, il y a deux théories donc, que je vous propose à la discussion. Donc, c'est celle de Andrea Dworkin, une féministe des années 70, féministe radicale des années 70, et celle de Robert Stoller, un psychanalyste décédé en 95. Il y a d'une part, pour Andrea Dworkin, la violence est constitutive de la sexualité génitale, c'est-à-dire la pénétration est en soi un viol. Et donc, elle refuse, dans un livre qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle Intercourse, hein, que vous pourrez vérifier, elle considère que finalement, alors moi j'aime pas le terme uniquement de pénétration, je mets pénétration, absorption, si vous voulez, parce que je crois que l'un ne peut pas se faire sans l'autre, je dirais d'une certaine façon. Je veux dire, le sexe d'une femme n'est pas un trou. Donc il y a cette dynamique, mais pour Andrea Dworkin, la pénétration est un viol en soi, et il n'y a pas de différence où il y a des différences infimes de degrés entre une pénétration consensuelle et une pénétration non consentie, si j'ose dire. Et donc c'est ce qu'elle pose, disons, comme théorie. C'est une position de rupture radicale entre les hommes et les femmes. Et par ailleurs, elle développe la théorie selon laquelle la pornographie est la théorie,
et le viol et la pratique. C'est-à-dire que la pornographie est le modèle culturel du viol contre les femmes. Donc c'est des thèses qui ont toujours d'ailleurs un retentissement extrêmement important et qui ont créé une rupture dans la pensée autour de la sexualité. Mais il y a d'autres féministes qui se sont élevées, les féministes pro-sexe notamment, qui se sont élevées contre ces théories. Donc ces choses-là sont des éléments de controverse. Robert Stoller était un psychanalyste qui a eu un profil particulier, je dirais marginalisé, parce qu'il s'est intéressé aux aspects neurologiques, il s'est intéressé à l'anthropologie, à l'ethnographie, donc il n'a pas été, selon les règles de l'American Psychoanalytic Association, il n'a pas été un psychanalyste orthodoxe, hein, comme on pourrait dire, et il a beaucoup analysé le contre-transfert des institutions psychanalytiques américaines qui interdisaient aux homosexuels de devenir membres titulaires des associations psychanalytiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de la part d'une institution qui refuse d'accorder le statut qui est accordé à toutes les autres personnes, à des personnes en fonction de leur orientation sexuelle, si vous voulez. Donc il a analysé tout ça en détail, et il a travaillé surtout sur deux sujets: les transsexuels, ce qu'il appelait le transsexualisme, et la pornographie. Donc, et notamment dans le but de comprendre les racines de l'excitation sexuelle. Et qu'est-ce qui fait fonctionner l'excitation sexuelle? Qu'est-ce qui, sans entrer dans les détails physiologiques, si vous voulez, qu'est-ce qui fait fonctionner les hommes et qu'est-ce qui fait fonctionner les femmes, si vous voulez, éventuellement dans leur rapport ensemble ou séparément. Et après avoir considéré pendant un certain nombre d'années que la haine était la racine de l'excitation sexuelle perverse, c'est-à-dire pathologique, il en est arrivé à considérer que la haine était la source de l'excitation sexuelle commune, disons. Alors, et notamment, il y a tout un ouvrage qui s'appelle L'excitation sexuelle, justement, qui est le récit de l'analyse d'une femme, d'un cas de femme. Et justement, quand on dit que la haine est à la racine de l'excitation sexuelle, elle peut être exprimée, disons, dans le scénario mental de façon active ou passive. Hein, c'est-à-dire, on est soit perpétrateur de violence, soit on est victime de violence, et c'est ça ce qui nous excite, si vous voulez, l'un ou l'autre. Alors, il donne une interprétation à cette forme érotique de la haine, qui serait plutôt un fantasme mis en acte et destiné à transformer en vengeance et en triomphe un ancien traumatisme infantile. Elle est donc induite par une éducation, souvent inconsciente, qui transforme un sujet en objet fétichisé et déshumanisé. Donc ça, c'est un terme qui est très employé. Enfin, on parle d'objectivisation des femmes dans la pornographie. Aussi bien la victime peut-elle alors devenir à son tour un bourreau. Mais Stoller a fait tout le tour, enfin, dans un livre traduit en français par Colette Chilan, qui s'appelle L'imagination érotique telle qu'on l'observe, et je crois que le tel qu'on l'observe est tout à fait important. Il analyse justement les cas, disons, cliniques de ces patients avec les formes de la pornographie. Et il les met en rapport, c'est-à-dire comment finalement les catalogues de scénarios pornographiques que maintenant vous observez, auxquels vous pouvez accéder d'un clic, hein, je veux dire depuis votre téléphone, là tout de suite, vous tapez PornTube là, ou YouPorn ou je sais pas quoi, et on vous demande qu'est-ce qui vous intéresse. Et vous avez des milliers de scénarios culturels, interpersonnels, différents de tout ce qu'il est possible de faire. Alors, à l'époque où Stoller a travaillé, on n'avait pas YouPorn, je ne sais plus comment ça s'appelle, PornTube, mais il fallait aller dans une sex shop avec un carnet et un stylo pour voir les catégories qui étaient proposées aux clients. Donc il y a tous ces scénarios. Et l'idée, c'est de mettre en rapport justement les scénarios subjectifs, plus ou moins conscients ou inconscients, donc c'est encore une autre histoire, et les scénarios culturels qui sont proposés dans
dans la culture. Alors, la question, effectivement, qui se pose là, entre Andrea Dworkin et Robert Stoller, c'est finalement, est-ce que la pornographie, c'est une forme d'apprentissage ou une forme de catharsis? C'est-à-dire, et ça pose la question aussi d'ailleurs de la place de la violence et de la haine dans la sexualité. Quelle est la place du fantasme, finalement? Jusqu'à quel point le fantasme, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs, peut-il être un élément qui favorise une sexualité harmonieuse, entre guillemets, dans un couple, ou au contraire, il est la source de toutes les violences possibles et imaginables. Je voudrais quand même, sur la place du fantasme dans l'activité sexuelle, je voudrais quand même raconter une anecdote qui est racontée dans les familles de juifs marocains. Vous connaissez le mythe de Lilith, hein, je veux dire, il y a, dans la Genèse, dans la Bible, il y a Ève, qui est la femme, la mère de l'humanité officielle, et il y a Lilith, qui est la femme qui est dans le placard, si vous voulez, qu'on voit pas. Enfin, il y a toujours, c'est un ménage à trois, dès le départ, si vous voulez. Et les juifs marocains disent, si le soir où le couple a des relations sexuelles fécondantes, l'homme pensait à une autre femme pendant ce rapport sexuel, cette autre femme va venir chercher l'enfant parce que l'enfant lui appartient. Alors, ça c'est un autre aspect, mais ce qui est important, c'est que dans cette sagesse populaire, on voit bien qu'on pense à autre chose. Alors ça peut être une autre femme, ça peut être Marilyn Monroe, enfin ça c'est ma génération. Ça sera quelqu'un d'autre, mais ça peut être un homme, hein, pour un homme, ou une femme, je veux dire, et on a l'impression finalement de faire autre chose. C'est-à-dire que tout en ayant l'activité commune, basique, de consenti légal de l'activité sexuelle, on peut se prendre pour John Wayne, encore quelqu'un de ma génération, Robert Mitchum, ou je ne sais plus ou d'autres qui vous intéressent plus de votre génération. Donc le film, si vous voulez, il a un rôle. Alors toute la question, effectivement, je le maintiens, c'est, je veux dire, il y a quelques années, moi j'avais plutôt pris adopter l'idée de l'apprentissage, parce qu'au moment du début de l'épidémie de sida, j'avais proposé au ministère de la Santé de faire une étude avec les gens de la pornographie, de voir comment on pourrait arriver à érotiser l'usage du préservatif. C'est-à-dire d'inclure l'usage de préservatifs visible, hein, parce qu'il y avait de l'usage de préservatifs invisible dans la pornographie gay, hein, c'est-à-dire que c'était des très bons cinéastes. On ne voyait même pas qu'un préservatif était utilisé pour la pénétration. Mais on voulait érotiser la pose, le retrait, etc., du préservatif. Et donc c'était l'idée que le porno qui inclut du préservatif, il pouvait y en avoir toutes les couleurs, avec des formes particulières, enfin, etc. Il y a eu toute une créativité autour des préservatifs. Et qu'en érotisant le préservatif, ça allait favoriser l'utilisation. Mais là, on pourrait faire la même chose. Est-ce qu'on va érotiser le masque? Par exemple, là, vous avez toutes des masques bleu ciel. Il n'y a pas de masque avec des Mickey ou avec je ne sais pas quoi, si vous voulez. Donc, je veux dire, on n'est pas arrivé pour l'instant à érotiser. Enfin, il y a des gens qui se battent avec des tissus africains ou du noir, enfin bon, etc. Je veux dire, ou du blanc. Enfin, donc, on n'est pas arrivé à érotiser les pratiques de santé, si vous voulez. Et c'est ce qu'on avait essayé de faire avec la pornographie et le préservatif. C'était considérant que l'érotisation est finalement ce qui met de l'huile dans les rouages et qui fait fonctionner quand même les recommandations sanitaires qui ne sont pas très agréables. Hein. Il faut pas, sur le préservatif, les différentes enquêtes montraient que les gens cherchaient toutes les raisons possibles et imaginables pour ne pas en mettre. Hein. Et un de mes collègues de la Direction générale de la santé me disait, y compris devenir séropositif. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus obligé de mettre des préservatifs. Hein, je veux dire, donc, on voit bien jusqu'où, si vous voulez, il y a de la réticence et qu'il faut, je veux dire, à un certain moment, il faut arriver à convaincre. Et en essayant d'érotiser, on essayait de convaincre. Il me reste... Non, je voulais juste dire deux mots sur la question de la masculinité hégémonique
et des masculinités toxiques, et finalement de tout le débat entre domination, hégémonie et pouvoir. Alors en France, le terme le plus fréquent, disons, c'est celui de domination masculine qui a été élaboré par tout un groupe de féministes, Christine Delpy notamment et d'autres, et qui a été surtout vulgarisé par Pierre Bourdieu, qui pose effectivement la question qu'il y a un système, si vous voulez, uniforme de domination du masculin, disons, et des hommes sur les femmes. Mais il y a, par rapport à ça, il y a eu d'autres théories qui se sont élaborées, notamment la théorie de R.W. Connell, qui est une femme trans, hein, qui a fait sa transition sur le tard, et qui a développé la question des masculinités hégémoniques, en considérant que les modèles masculins hégémoniques, avec le niveau d'exigence qu'ils imposent aux hommes, s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est-à-dire que les hommes sont autant les victimes d'un système qui crée, je veux dire, un type de masculin, le colonel Bijard, par exemple, hein, je veux dire, les parachutistes, si vous voulez, Johnny Hallyday, je veux dire, etc. Et que, alors justement, par rapport au concept de masculinité toxique, qui, contrairement au premier concept qui pose un dispositif, un système, attribue des caractéristiques aux hommes. Et donc, alors, toute la question, c'est de savoir, est-ce que c'est des caractéristiques essentielles, naturelles des hommes qui conduisent les hommes à commettre ces actes, ou est-ce que c'est tout un système qui fabrique le masculin, qui fabrique le féminin et qui fait fonctionner toutes ces choses-là. Donc voilà, je voulais vous informer donc, de la parution des numéros de la revue Sexologie et du prochain congrès de l'Association mondiale de sexologie, mais avec quand même une grande nouvelle, c'est que le Parlement portugais du Portugal a voté hier à l'unanimité l'instauration d'une journée nationale de la santé sexuelle le 4 septembre. Et je crois que, bon, et je vais faire tout ce qu'il faut, hein, je parle devant une représentante de l'État aussi, pour que la France décide la création d'une journée nationale de la santé sexuelle et des droits sexuels. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà.